Bonjour, il est 18h, très heureuse de vous retrouver pour Accès Direct, votre magazine proposé quotidiennement par la rédaction de 8 Mont-Blanc, que vous nous regardiez sur les réseaux sociaux ou à la télé. Nous sommes en direct, on attend donc vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Encore du beau monde pour ce nouveau numéro. J'ai le plaisir de recevoir dans un instant Théo Mercier. Le plasticien s'essaye une nouvelle fois à la mise en scène avec la fille du collectionneur. Il sera sur la scène de Beaulieu, scène nationale cette semaine pour nous proposer sa version de l'histoire de l'art. On en parle dans quelques instants. Et puis c'est lundi, c'est l'instant sport. Sébastien Germain nous parlera ski, hockey à l'occasion des championnats du monde de division 1A qui ont lieu en ce moment à Courchevel. Et puis on retrouvera un visage que les fans de l'ETGFC connaissent bien. Patrick Trottignon est de retour à Blonay. Il nous dira pourquoi. Bonjour à tous les deux. Salut Fanette. Alors Seb, Patrick Trottignon est de retour. Oui, toujours dans le football, on parle toujours football. Vous n'êtes pas sans savoir que Ravi Truchot, un entrepreneur, a racheté le domaine de Blonay, l'ancien centre de formation de TGFC. Et il a décidé d'installer une académie de football. Et cette académie va être présidée par Patrick Trottignon. Normalement, ça devrait ouvrir pour la rentrée 2018. Donc voilà, il nous dira un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet. Bon, j'ai hâte d'entendre ça. Et puis toi, Pauline, dans une demi-heure, c'est le JT au programme de ce lundi 11 décembre, le vote du Conseil départemental de Haute-Savoie. Oui, on prépare le budget 2018, dont on donnera les chiffres demain. Mais aujourd'hui, il était surtout aussi question de l'aménagement du territoire avec le développement durable. Donc ça a parlé de la rive droite, notamment de l'Arve, la déviation de Pringy ou la déviation de Poisy. Donc on fera le point dans le journal avec Olivia Boisson tout à l'heure avec le président Christian Monteil. Et puis le portrait d'une athlète de caractère pour rester dans les sports. C'est ça, c'est la thématique, c'est lundi, donc on continue à parler sport même dans le JT. Gaëlle Hédon, elle est championne de tir handisport. Alors c'est à la suite d'un accident qu'elle est devenue handicapée. Elle a découvert ce sport donc il y a à peine un an. Elle a été repérée par la fédération handisport de tir, pardon. Et son objectif, c'est les mondiaux en mars prochain, en 2018. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci Seb, je te laisse. Merci, je vous laisse pour la revue de presse. Pour la revue de presse, merci. Et donc Pauline, l'actualité du jour est aussi marquée par la victoire, sans grosse surprise, de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Oui, sans grande surprise, tu l'as dit, avec plus de 70% des voix, il est donc élu à la tête des Républicains. Alors on voit son tweet là-bas tout à gauche. Alors il remercie bien évidemment les gens qui ont voté pour lui, les gens qui se sont mobilisés, les élus, les militants. Il parle d'une nouvelle ère et de retour de la droite après notamment la claque présidentielle. On le sait, les Républicains n'ont pas passé le premier tour. Bernard Accueillet, qui faisait également l'intérim, a tweeté. Alors c'est une nouvelle page lui aussi pour les Républicains. Tout doit être changé chez les Républicains. Une nouvelle génération doit prendre la main. Il a également précisé qu'il ne briguerait plus de responsabilité politique nationale. Il l'avait dit d'ailleurs sur notre plateau la semaine dernière. Donc voilà, Bernard Accueillet, c'est une page qui se tourne. Et ça reste donc quand même à savoir comment Laurent Wauquiez va changer ce parti. L'UDI, c'est un petit peu en froid en ce moment. Tendra-t-il la main au Front National? Ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, espérons qu'il garde un petit peu de temps pour la région, parce qu'on le rappelle, il est quand même président de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on croise les doigts pour que la Savoie organise les mondiaux de ski. Ce sera en 2023, peut-être. À Courchevel-Mérivel. Peut-être, on croise les doigts, on a plein d'événements sportifs en ce moment, donc il n'y a pas de raison. Donc elle était du côté de Val d'Isère samedi pour le critérium de la première neige. Elle dit on est fiers de cette candidature, de l'État à la Fédération française de ski, en passant par les collectivités locales, tout le monde devra faire des efforts. Elle dit nous sommes à coût maîtrisé et c'est cette intelligence qui est pertinente et qui permettra peut-être à cette candidature de voir le jour. Notre dossier est bon, le savoir-faire français est reconnu, mais cela reste une compétition. Alors ce sera donc le 17 mai prochain pour savoir si ce sera la Savoie ou alors attention, je vais peut-être écorcher le nom de la station. Saalbach Interglem, bon ça en Autriche. Je ferais pas mieux. Voilà, c'est ça, pour savoir s'ils organiseront les ministres. En tout cas, ici la ministre a aussi confié qu'elle serait de toute façon aux Jeux Olympiques à Pyeongchang et aux Jeux Paralympiques. Donc on croise les doigts 17 mai prochain et on espère que la Savoie organisera les mondiaux. Bon, on surveillera ça de près. Exactement. Et toi, Fanny, on reparle de l'incinérateur de Passy. Voilà, on a souvent l'occasion d'en parler sur 8 Mont-Blanc, la pollution dans la vallée de l'Arve. Il y a pas mal de fantasmes et de vérités autour de la pollution et notamment des sources de pollution. Et l'un des points de cristallisation, c'est ce fameux incinérateur en fond de vallée à Passy. Donc nos confrères du Messager nous proposent un point complet avec le vrai, le faux. Alors que certains demandent la fermeture de l'établissement, l'Hebdo rappelle que les derniers rapports montrent que l'incinérateur est loin d'être la première source polluante, malgré ses fumées apparentes. C'est un peu ça aussi qui cristallise l'attention. Alors des fumées qui sont en fait de la vapeur d'eau
condensée. Les élus rappellent aussi que 97% des déchets incinérés à Passy proviennent de Haute-Savoie et une très grande majorité du pays du Mont-Blanc, parce que là aussi on a entendu dire que ça a été des déchets du sud qui étaient incinérés ici. Donc non, 97% des déchets proviennent de Haute-Savoie. Il y a l'interview d'un chercheur qui est aussi intéressante. Selon lui, c'est difficile de quantifier les émissions précises de l'incinérateur parce qu'il n'y a pas de traceur précis, mais c'est en cours de réflexion, disons. Et puis peut-être que ça en fera partie du deuxième plan de protection de l'atmosphère de la vallée, le fameux qui est en cours d'élaboration. Et il y a beaucoup d'attentes, notamment sur la question de l'incinérateur. C'est vrai que c'est le sujet qui cristallise avec cette pollution qu'on a encore connue la semaine dernière. Et en parlant de pollution, on reste un petit peu dans le domaine des... Mais là, justement, pour que ce soit mieux, c'est des taxis un petit peu particuliers. Voilà, je crois que c'est toi qui en avais parlé déjà dans la revue de presse il y a 1 ou 2 mois. Donc, ce sont des taxis lacustres électriques. Ils ont été conçus à la base pour Paris. C'était compliqué en France avec les autorisations, les subventions, etc. Donc, ça se fera à Genève à partir du mois de mars 2018. Il y en a 4 qui sont déjà construits. Ils sont fabriqués, d'autres sont en cours de fabrication à Lausanne. Le concepteur réfléchit aussi à la création de navettes de 60 à 90 places. Donc voilà, c'est une initiative intéressante. On verra comment ça se passe concrètement donc, dès ce printemps. Et puis ça peut peut-être donner des idées pour les autres lacs alpins, pour éviter les bouchons et la pollution. Voilà. Surtout les bouchons. C'est à réfléchir. Et donc ça, c'était dans la tribune de Genève. Merci Pauline. Merci. À tout à l'heure pour le JT. Alors non, pas merci, en fait, pardon. Ah oui, on avait dit qu'on parlait de... Je reviens, on avait dit qu'on parlait un petit clin d'œil. Parce que l'image est assez impressionnante. C'est un petit clin d'œil donc au Savoyard Nathan Paulin. C'était ce week-end. L'image a fait le tour des médias. Donc on voit, c'est le champion du monde de slackline, ce Nathan Paulin. Et donc il a relié la tour Eiffel au Trocadéro, je crois. C'est ça. 670 mètres et c'est un record. C'est ça, il est parti de 70 mètres, il était à 70 mètres de hauteur et il n'est pas tombé. Il a fait ça en moins d'une demi-heure. Donc les images sont assez impressionnantes. On en dira un petit peu plus tout à l'heure dans le JT, on découvrira la vidéo, mais il n'a pas eu peur. Impressionnant, il faut tenir quand même la demi-heure comme ça c'est facile. C'est facile. Il était accroché. Et donc, pour rappel, ce 31e Téléthon a quand même récolté un peu plus de 75 millions d'euros. C'est un peu moins qu'en 2016. Mais donc voilà, un beau geste, une belle image. Il a survolé, il est passé au-dessus pendant l'enterrement de Johnny. Donc il y avait déjà beaucoup de monde aussi en dessous pour l'applaudir. Voilà, c'était un double, beaucoup de symboles ce jour-là. Eh ben merci beaucoup. Cette fois-ci, je te laisse. Et je reçois Théo Mercier, c'est notre invité du jour. Bonsoir. Vous êtes à la bonne place. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Alors, vous êtes en ce moment en pleine installation à Montluçon National pour votre dernière création sur scène, La fille du collectionneur, une pièce créée à Nanterre mi-novembre, donc c'est tout frais. C'est une création hybride entre art plastique et spectacle vivant. Vous êtes plasticien, c'est votre 3e mise en scène. Pourquoi ce besoin, ce souhait de croiser ces disciplines ? C'est avant tout l'envie déjà d'aller vers un nouveau public et changer le rapport habituel de regard entre mes spectateurs ou visiteurs d'exposition à mon travail. Et c'est vrai que depuis quelques années, dans mon travail de plasticien, j'avais quand même toujours cette envie un peu, plutôt ce rêve d'art total. Et c'est vrai que un lieu comme la scène peut invoquer et laisser rêver d'un objet comme ça qui serait à la fois de la musique, du texte, de la lumière, du jeu, de la sculpture, de la peinture. Et autour de cette pièce, La fille du collectionneur, c'est vraiment un endroit de collaboration entre tous ces médiums, entre tous ces talents.
oui, c'est une très belle opportunité pour moi d'imaginer ce que serait, une fois de plus, le fantasme de l'art total. Vous utilisez cette expression d'art total. Alors là, justement, on voit François Chéniaud, qui est un danseur chorégraphe, qui sera d'ailleurs sur la scène de Bonlieu fin janvier pour Romances Incertos. Lui aussi travaille beaucoup sur... voilà, il est danseur, mais dans Romances Incertos, il chante. Ouais. C'est la quête absolue, disons, l'art total, quand on est artiste, que ce soit pour lui, pour vous, briser toutes les frontières. Oui, bah parce qu'il y a l'envie d'être le plus, enfin pour ma part en tout cas, d'être le plus généreux et le plus ouvert et offert possible. Et en même temps, avec quelque chose qui est complètement, qui est de l'ordre de l'impossible et qui est du coup très, très, très excitant et très... ça donne envie d'aller... Oui, c'est une espèce de quête impossible du coup. Il y a de l'appréhension quand vous mettez en scène, c'est votre troisième Terrible. mise en scène. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça vous sort, disons, voilà, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de votre confort, de votre zone de confort. Oui, mais habituelle. j'avais pas tellement de confort non plus en tant que plasticien non plus. C'est toujours des grands moments de se présenter à son public. Il y a toujours beaucoup d'appréhension donc oui, non, il y a... Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur scène que vous ne pouvez pas faire lors d'une exposition, par exemple? Déjà, d'une certaine manière, contrôler le regard et le point de vue du regardeur, tout simplement. C'est vrai que dans mon travail de sculpteur, c'est la personne, c'est le visiteur qui décide la manière dont il va regarder l'objet. Et là, c'est vrai, c'est presque plus un contrôle du mouvement et de la lumière. Et c'est pas le regard qui va s'approcher ou s'éloigner, regarder en plongée ou en contre-plongée. C'est moi qui dirige le regard du regardeur. Et ça, c'est très intéressant pour moi, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de la sculpture et qui est travaillé en sculptant l'attention de la personne. Du visiteur. Et là, c'est vrai de se retrouver face à un public passif qui ne va pas être actif de sa manière de regarder. C'est très intéressant parce que ça met... je travaille encore plus à la manière d'un spectateur parce que voilà, je vais donner à voir ce que je verrai. Il faut connaître votre travail pour apprécier La fille du collectionneur, Non, votre travail de plasticien, j'entends. Non, je pense pas. Enfin, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, ouais. À qui elle est destinée, cette dernière création? À qui elle est destinée? Bon, toujours au public, mais et aussi beaucoup aux artistes avec lesquels je travaille, parce que c'est vraiment elle questionne autant le public que l'artiste, je pense, autant l'objet que la collection. C'est un travail sur la mémoire et sur le souvenir. Et donc du coup, je pense qu'elle est dédiée à peu près tout le monde. Bah, tant mieux. Qui est la fille du collectionneur ou qui est le collectionneur? Il y a un peu de moi, il y a un peu de fiction de tous les parents des artistes avec lesquels j'ai travaillé aussi. Mais c'est plus c'est un personnage mémoire et qui est un personnage qui est quelqu'un qui se souvient et quelqu'un qui marque la mémoire de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a les deux. Vous avez voulu retracer l'histoire de l'art, votre histoire de l'art? Non, du tout. C'était une piste à un moment, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais on n'en était pas. Peut-être pour une prochaine? Pour la prochaine, je pense.
Vous allez retourner là, je crois, à Bonlieu, là, après quitté notre plateau. Vous serez sur la scène de la petite salle de Bonlieu, donc demain et mercredi. Ouais. Là, dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je suis dans un très bon état d'esprit. Moi, pas grand-chose. Aujourd'hui, l'équipe technique, elle a beaucoup de travail encore. Mais non, c'est demain. Demain, on va se mettre à retravailler avec les comédiens pour vous accueillir demain soir. Du coup. Et donc c'est à 20h30, mardi 12, mercredi 13, sur la scène de la petite salle de Bonlieu Scène Nationale. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Au revoir. Merci, au revoir. Sébastien va nous rejoindre pour l'instant sport. Il est 18h16, on est pile à l'heure. Alors Seb, on va commencer par parler ski. Oui, avant d'accueillir sur ce canapé Patrick Trotignon, on va parler de ski. On va prendre la direction de Courchevel qui accueillera la semaine prochaine la Coupe du Monde féminine de ski alpin où nous attend normalement Bruno Thuer, le directeur du club des sports. Bruno, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bonsoir. Tout d'abord, on va commencer avec une très bonne nouvelle puisque ce matin, le snow control effectué par la FIS a été annoncé positif. Oui, on le savait déjà depuis 2-3 jours parce qu'on a eu des entraînements de l'équipe de France féminine et masculine. Donc on a fait ça au téléphone ce matin à 8h avec les membres de la FIS. Ils ne sont même pas déplacés. Ils ont vu que les Françaises sont entraînées comme il faut et que Alexis a gagné même le lendemain à Val d'Isère. Donc il n'y a pas de souci, ils nous ont validé la piste. Bon, j'imagine qu'un an après l'annulation en 2016 à cause du vent, c'est un gros soulagement pour vous ? Oui, malgré que le vent, on l'a le jour même. Mais là, déjà, la piste est nickel. On a beaucoup de neige, donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pour la station, mais pour nous, qui est très moyen parce que la neige fraîche dessus la piste de compétition, on est obligé d'enlever toute la neige. Donc, on fait travailler les machines nuit et jour pour enlever cette neige et pour qu'on ressorte la même piste que les Français ont eu à l'entraînement la semaine dernière pour ressortir le dur sur de la neige artificielle. Alors cette année, 2 courses au programme, le géant qui aura lieu donc mardi 19 décembre avec on l'espère des Françaises qui vont briller sous l'impulsion notamment de Tessa Worley et mercredi 20, une nouveauté avec un slalom parallèle nocturne, une épreuve toujours très télégénique et très spectaculaire. Oui, déjà pour le slalom géant, on espère avoir nos petites Françaises sur le podium. Déjà avec Tessa qui a déjà fait une ouverture exceptionnelle à Zolden avec sa victoire. Donc on l'aime particulièrement Courchevel. En géant, c'est une piste qui lui va bien. Et puis aussi notre petite locale, Taina Barrios, qui revient progressivement sur cette discipline de géant. Et je pense qu'elle est vraiment en forme. Elle pourra faire peut-être pas un podium, mais on espère un top 5 pour Taina. Le slalom parallèle, alors c'est quelque chose aussi qu'on attend vraiment avec impatience parce que c'est quelque chose qui est vraiment télégénique, le soir en nocturne avec beaucoup de monde et les gens comprennent tout de suite et ça va être une première mondiale avec des qualifications le matin, donc on attend vraiment beaucoup de ce parallèle. Une dernière chose, on saura en février prochain si la candidature Courchevel-Méribel remporte la mise pour les championnats du monde de 2023. Ces 2 jours de compétition, ce sera quoi, une répétition générale avant, on l'espère, la grande en 2023 ? Oui, alors déjà, on n'est pas tout seul sur ces championnats du monde, on est avec Méribel. Donc on organise, on a des personnes de Méribel qui viennent nous aider sur ces compétitions de Coupe du Monde. Et on va le savoir pour le congrès de la FIS le 17 mai. C'est au mois de mai où là, les gens vont voter pour savoir si ils nous donnent ces championnats du monde en 2023. On est contre Salbar, une station autrichienne. Donc on espère vraiment avoir ces championnats du monde. Et si on a ces championnats du monde, on a des test events, donc automatiquement en 2022-2021 pour tester nos nouvelles pistes de descente et pour tester aussi l'organisation générale avec Méribel. Bon, en tout cas, on croise les bras, bien évidemment. Merci beaucoup, Bruno. Merci, bonne soirée. Seb, Patrick Trotignon, bonsoir. Pour commencer, vous nous avez rejoint. Avant de parler de votre projet, un mot de ski, on l'a évoqué là dans l'interview avec
Ouais, une belle image qui Oui, fait plaisir. Alexis Pinturo qui remporte le géant de Val d'Isère, deuxième succès de suite donc pour Pinturo sur la fameuse phase de Bellewaerde. C'était ce samedi. Le skieur de Courchevel s'offre là un 20e succès en Coupe du Monde devant l'Allemand Stefan Lutz et le revenant l'Autrichien Marcel Hirscher. On notera également la très très belle 4e place de Mathieu Fèvre. Thomas Fanara, lui, termine 10e. Moins de réussite, malheureusement, pour ses collègues de l'équipe de France de slalom, puisque ce dimanche, Marcel Hirscher a donc remporté le slalom. Julien Liseroux est 12e et Jean-Baptiste Grange 13e. Et puis on n'en parle pas assez, mais sinon la superbe performance de Maurice Magnifica, le fondeur natif de Salange, s'est imposé ce week-end lors du 15 km libre à Davos, en Suisse, devant 2 athlètes russes. C'est son 5e succès en Coupe du Monde, donc c'est une très très bonne nouvelle à quelques mois des Jeux. Ouais, c'est une belle saison qui s'annonce. Voilà. On va passer à mon invité, Patrick Trossillon. Rebonsoir. Donc là, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un nouveau projet. Vous avez été nommé président de l'Académie internationale de football. Racontez-nous un petit peu comment s'articule ce projet. Tout d'abord, c'est un projet qui est installé sur l'ancien centre d'entraînement du Feu Club d'Évian-Thonon-Gaillard. Joli clin d'œil, on en reviendra un petit peu plus tard. Si vous voulez. On peut faire des clins d'œil. En fait, donc, c'est une façon de faire revivre ce site, qui est un site magnifique, qui est un site qui possède des atouts assez exceptionnels, puisque d'abord, il est relativement récent, puisqu'il a été inauguré, souvenons-nous, uniquement en décembre 2013. Donc, lorsque ce site a été vendu aux enchères, je me suis un peu attaché à trouver des solutions pour le faire revivre. Et j'ai effectivement trouvé un investisseur franco-américain qui était tout à fait d'accord pour investir dans ce centre et pour créer une académie internationale de football. Donc, en fait, si vous voulez, en clair, pour être assez synthétique, c'est pour créer un genre de campus, en fait, où il y aurait des étudiants américains, voire d'autres nationalités bien entendu, qui viendront faire du sport et des études, voilà, et du sport évidemment, du football, et ce qui va faire que le centre va connaître quelques évolutions structurelles et infrastructurelles dans les prochaines semaines, puisqu'on est en train d'étudier avec l'aide d'architectes locaux et étrangers également, la possibilité d'augmenter la capacité d'hébergement. On va également terminer les terrains de football pour avoir plus de capacité d'espace pour pratiquer le football. Et puis voilà. Et puis ça va, je pense qu'en septembre 2018, on sera dans une situation de pouvoir redémarrer un projet digne de ce nom. C'est un projet qui s'annonce très ambitieux ? Ambitieux, oui. Bon, après avec des limites aussi, parce que là, on sait qu'on va atteindre une capacité d'hébergement de l'ordre de 120 lits à peu près, ce qui va effectivement être à peu près la capacité maximale qu'on pourra atteindre, parce qu'on est sur un environnement où on ne peut pas trop reconstruire. Donc on va essayer de maximaliser les possibilités qui nous sont offertes. Ça n'existe pas, ce type d'académie en France, ou en tout cas dans la région aujourd'hui? À ma connaissance, dans la région, sûrement pas. En France, non plus. Et puis en Europe, pas beaucoup. Parce qu'en général, les académies sont plutôt ce qu'on appelle en France des centres de formation, qui sont toutes, rattachées à un club. Nous ne sommes rattachés à aucun club. Donc on devient effectivement un électron libre et on a une certaine liberté pour accueillir toutes sortes de populations. D'ailleurs, on a parlé récemment avec l'Olympique lyonnais, avec lequel nous envisageons aussi peut-être d'accueillir des jeunes Chinois en résidence permanente pour faire effectivement leur permettre de progresser dans le football. Ce seraient deux clientèles différentes. Vous avez des Américains ou d'autres nationalités qui viennent faire du football et des études. Et les études ont une importance capitale pour eux également. Et puis peut-être d'autres populations telles que les Chinois qui, elles, viennent plutôt pour parfaire leur niveau de formation football. Avec Ravi Truchot, le courant est tout de suite passé ? Oui, tout à fait. Oui. D'abord, c'est un jeune entrepreneur qui a des bonnes idées. Donc on est de toute façon sur la même longueur d'onde. Il est passionné de football puisqu'il a déjà lui-même aux États-Unis une franchise à Miami City FC. Il a également une académie qui a même le label, il a le label PSG, il a la concession PSG pour la Floride. Donc voilà, on est vraiment tout baigne. Il n'y a plus qu'à. Seb, on va parler d'autres champions en devenir. Les championnats du monde de division 1A de hockey ont lieu en France, à Courchevel et Méribel. On en a déjà parlé dans l'accès direct. Ce dimanche, les Bleus affrontaient l'Autriche pour leur entrée en lice. On regarde ton reportage. Pour leur entrée en lice dans ce championnat du monde, les joueurs de Dani Vélina seront mis moins de 3 minutes sur la glace de Courchevel.
pour prendre la mesure d'une équipe d'Autriche vite dépassée par la fougue tricolore. Jeu à 2 entre Alexandre Texier et Jordan Bougro. Et c'est Hugo Sarlin qui ouvre le score de près. Les Autrichiens réagissent dans la foulée par Niklas Wurschel, mais Gaëtan Richard est bien vigilant sur sa ligne. Vient alors le temps des pénalités, les deux équipes faisant preuve d'une grande indiscipline. Et à ce petit jeu, ce sont les Bleus qui s'en sortent le mieux. Par 2 fois, les Français se retrouvent en double infériorité numérique. Un avantage qui ne profitera pas à l'Autriche, impuissante, devant les cages françaises. Et juste avant la fin du premier tiers-temps, Louis Boudon donne 2 buts d'avance à la France. Dès l'entame de la deuxième période, les jeunes Autrichiens reviennent dans la partie grâce à Marco Rossi. La France en perd son hockey et on est clairement plus proche du 2 buts partout que du 3-1. Et pourtant, à la 38e minute, Louis Olive vient battre Jacob Holzer pour le 3e but tricolore. Lors du 3e et dernier tiers-temps, la tendance ne sera pas inversée, bien au contraire. Libérés et en réussite, les Français en profitent pour empiler les buts. Théo Sarliève ouvre son compteur à la 44e minute, parfaitement servi par Alexandre Texier. 3 minutes plus tard, Louis Boudon y va de son doublé. Ça fait 5-1 pour la France. Il faudra attendre la 54e minute pour voir le dernier but des Bleuets. Œuvre de Jordan Bougro qui marque du patin. Score final 6-1 pour les Français. Du travail bien fait. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir d'attaquer le tournoi de cette manière-là. On cherchait la victoire. Plus si ça, on a réussi à marquer beaucoup de buts et tout ça, donc on est content. On va essayer de garder la même dynamique. Puis on verra au prochain match. C'est toujours important de commencer par une victoire, spécialement lorsque vous êtes à domicile. C'est jamais évident. Les garçons veulent être beaux, veulent être bons, veulent gagner. Et en même temps, on sait tous qu'être beau et gagner, ça... Je dirais que la ligne, elle est très, très fine. Alors du coup, les garçons ont été sérieux, les intentions étaient bonnes, l'attitude était excellente. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Avec au total 5 matchs à jouer en 7 jours, la récupération est le maître mot pour pouvoir enchaîner la rencontre. On s'étire bien, on boit beaucoup et puis on se repose le mieux possible. C'est sûr que c'est compliqué, mais après on a quand même l'habitude de faire beaucoup de matchs, donc on va essayer de gérer ça au mieux possible. Les moins de 20 ans français seront de retour sur la patinoire de Courchevel ce mercredi pour un choc face aux Allemands. Et puis j'ajoute que les Bleus jouent à 19h ce soir à Méribel contre la Hongrie. Pour le deuxième match, ça s'enchaîne. Et mercredi, ça sera un match contre l'Allemagne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vas y retourner. On pourra voir des images dans le JT jeudi. Jeudi. Patrick, la formation, c'est un domaine que vous connaissez ? Oui, j'ai toujours été très sensible à la formation. D'ailleurs, pour preuve, c'est que dès mon arrivée à l'ETG en 2008, c'est sans doute le premier chantier auquel je me suis attelé, puisqu'on avait même démarré une formule de centre de formation sans en avoir un. Et on hébergeait les jeunes dans des maisons d'accueil autour d'Évian, avec l'arrivée de Nicolas Weber et de Cissé également, qui l'a comme adjoint. Et on a véritablement accentué notre volume de formation lorsqu'on a construit effectivement le centre de Blonay. Et c'est évidemment un modèle économique important pour les clubs de football professionnels. Vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a proposé ce poste de président ? Non, j'ai pas hésité, d'abord parce que ça me plaisait, et puis parce que je trouve que le projet est extrêmement novateur, avec un côté un peu américain. C'est toujours excitant, le côté américain. Un mot sur, vous l'avez évoqué brièvement, l'ETG. Vous avez forcément suivi, de près ou de loin, voire de très près, la chute d'Évian Tournon-Gaillard. J'ai suivi de près, d'abord parce que les personnes qui ont fait couler le club, c'est-à-dire Bakhtiar et Timbach, m'ont quand même assigné au tribunal avec des motifs totalement fantaisistes. Donc j'ai évidemment dû me défendre. Et je me suis tellement bien défendu que d'ailleurs que j'ai gagné, puisque j'ai dû être le dernier à être payé. J'ai évidemment pris un huissier pour aller à la banque chercher l'argent qu'il me devait. Donc ça veut dire que quand on gagne, ça veut dire qu'on n'a rien à se reprocher. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en tire comme conclusion par rapport à la décision de justice. Les Roses sont... Pardon, sportivement, c'est un gâchis ? C'est quoi au-dessus de gâchis, plus fort encore que gâchis? Parce que c'est même un assassinat. Je ne sais même pas comment qualifier ce qui s'est passé, quoi. Il fallait vraiment tomber sur deux types et qui ont fait un truc pareil, et on les a trouvés en Haute-Savoie, quoi. C'est incroyable, parce que il faut aller au bout du monde pour trouver des mecs qui sont aussi abrutis, quoi. On les a trouvés ici. Les Roses sont montés très vite. Certains, à l'époque, vous disaient trop vite. Est-ce que vous penseriez que la chute et la fin seraient aussi rapides? Mais non, évidemment non, parce que je pensais quand même qu'à un moment donné, la raison allait l'emporter. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut concevoir que des personnes normalement constituées intellectuellement puissent faire en sorte de chasser Danone? C'est un truc incroyable.
Parce que Danone, c'est un groupe qui fait 30 milliards de chiffre d'affaires, qui est un groupe local, qui est un groupe qui avait monté un projet sociétal. Et on les a chassés. Je veux dire, faire un truc pareil, il n'y a pas de mots de vocabulaire qui me viennent à l'esprit pour le qualifier, quoi. C'est absolument un truc incroyable. Donc évidemment que c'est un gâchis, évidemment que personne ne pouvait envisager une chute aussi rapide, aussi brutale, et puis surtout aussi douloureuse, parce que ça a privé non seulement du personnel de travail, ça a privé des fournisseurs qui malheureusement ont subi pour certains des lourdes conséquences. Et puis surtout, on a brisé le rêve de supporters, de jeunes enfants, de journalistes. De journalistes. Voilà, oui, bien sûr, je voulais vous associer peut-être. Mais en tout cas, je veux dire, c'est bien de le rajouter. En tout cas, si vous voulez, c'est véritablement un truc absolument incroyable, parce qu'en France, c'est sans doute un cas unique, un club qui joue une finale de Coupe de France en 2013 et qui n'existe plus en 2016. Et qui en plus est certes poussé comme un champignon, mais qui avait des facultés pour aller encore plus haut, parce qu'on avait vraiment tout ce qu'il fallait dans cette région pour pouvoir entretenir un club de Ligue 1. D'ailleurs, je crois que le TG s'était inscrit dans le paysage footballistique français, quoi. C'était plus devenu une grosse surprise, quoi. On était là. Voilà. Et en fait, malheureusement, je crois que d'en parler ne fait que raviver quelques douleurs. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Patrick. Bon courage et puis surtout bonne chance pour cette nouvelle aventure. On croise les doigts, on espère que tout se passera bien et puis on viendra prendre de vos nouvelles et de l'Académie internationale. Avec beaucoup de plaisir. On vous accueillera sur le site de Blonay, évidemment. Seb, on termine ta page des sports avec quelques résultats. Rapidement, quelques résultats du football. Avec le bon résultat nul d'Annecy en National 2 du côté du Puy. Annecy 3e du classement. En basket Pro B, 8e journée. Malheureusement, la défaite d'Aix-Maurienne Savoie Basket du côté d'Évreux, 72-59. En rugby, là aussi une défaite pour Chambéry du côté de Bourg-en-Bresse. Pour un espèce de petit derby, 20-11. Deuxième défaite, donc défaite pour Chambéry. En hockey sur glace, une très bonne nouvelle. C'est assez rare à signaler, mais on le souligne. 2 victoires de suite pour Chamonix, qui a remporté le match du côté de Gap et surtout la victoire à domicile contre Mulhouse, le match pour le maintien. Chamonix 11e du classement. La défaite d'Annecy à Briançon en Division 1. La victoire de Mont-Blanc contre Cergy-Pontoise, 4-2. Et enfin la lourde défaite de Courchevel, Méribel-Pralognan du côté de Brest, 8-0. Et enfin, un mot de handball avec la victoire, le match nul de Chambéry contre Nîmes, 28-28. Et d'une water-polo pour toi, Fanette. La petite dédicace, 8e journée, Reims, Aix-en-Savoie, 25-7. Un gros lourde défaite pour les Savoyards, mais Reims a fait figure d'épouvantable de ce championnat de National 1. Voilà, c'est fini pour moi. Eh ben, parfait, merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse rejoindre la régie. Pauline va me rejoindre pour un petit rappel des titres du JT. Je commence le temps qu'elle s'installe puisqu'on est à Labour. Le vote du département en Haute-Savoie a commencé. C'est ça, le budget sera dévoilé demain, mais aujourd'hui on a surtout parlé aménagement avec par exemple l'aménagement de la rive droite de l'Arve, de la déviation de Pringieux ou encore de Poisy. On fera le point avec Christian Monteil et donc Olivier Boisson tout à l'heure dans le JT. Et puis un portrait sport. Celui de Galédon, elle est championne de tir handisport. Elle a été handicapée après un accident, donc elle s'est relevée, ça fait seulement 1 an et demi, elle fait partie de l'équipe de France. Donc son portrait à découvrir tout à l'heure, un très joli portrait. Merci beaucoup Pauline, Merci. Je te laisse la place pour le JT. On se retrouve demain avec de nouvelles belles rencontres dans Accès Direct. Je recevrai sur le plateau Denis Picard de l'association Route Genève, créée pour remédier au problème des bouchons genevois. Donc il y aura de quoi dire. Vincent Poirier de BDFU nous proposera sa petite sélection avant les fêtes. J'ai vu passer de beaux albums, donc ça va être sympa. Et enfin, la créatrice Sarah Avetan sera avec nous pour parler de ces bonnets made in France et uniques avec la marque Mine. Voilà, donc encore un beau programme. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous faire partager vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct et à revoir cette émission. Ou revoir. À demain.